Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 mai 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 47e numéro d'Entre nous soit dit, qui est également la 96e émission de Reichmann TV. Et nous sommes effectivement sur la pente qui va nous conduire, je le pense maintenant, nous en sommes tout proches, à la 100e. Aujourd'hui, nous allons parler de vous. Enfin, un problème qui vous concerne. Vous me direz que presque toujours c'est ce que nous faisons. Effectivement, mais aujourd'hui, vous allez être particulièrement concerné car tout le monde se soucie de sa retraite. Et c'est précisément le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec Guillaume Prache. Bonjour, Guillaume Prache. Donc, vous êtes l'auteur d'un ouvrage dont le seul titre est un programme à soi seul, Les scandales de l'épargne retraite, aux éditions Bourrin Éditions. Alors, évidemment, ces scandales de l'épargne retraite visent pour l'essentiel des régimes de retraite assez particuliers qui sont le régime des fonctionnaires, la préfond, le complément retraite des enseignants et également celui des hospitaliers. Mais je dirais, pour être tout à fait précis, qu'en réalité, ce conflit que vous évoquez, ces scandales que vous évoquez, sont au problème des retraites français ce que la guerre d'Espagne a été à la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous êtes en quelque sorte un soldat avancé dans le grand conflit qui va éclater dans les prochains mois ou les prochaines années sur l'ensemble des régimes de retraite qui sont tous évidemment visés, alors non pas par les mêmes exactions à l'encontre des épargnants que celles que vous décrivez dans votre livre, mais qui sont visés par des problèmes qui tiennent à l'équilibre général du problème des retraites. Alors avant de venir à ces scandales de l'épargne retraite, il faut quand même préciser que vous n'êtes pas celui qu'on attendait sur ce sujet, puisque vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez fait l'ENA, j'imagine, puisque vous êtes magistrat à la Cour des comptes en disponibilité. Voilà. Mais parlons donc un petit peu de vous, parce que les gens ne comprendraient peut-être pas très bien comment il se fait qu'un magistrat de la Cour des comptes puisse s'intéresser de cette manière combative. Alors, vous ne vous êtes pas contenté de dénoncer le scandale, mais vous les avez en quelque sorte combattu et vous continuez de les combattre. Alors, quel a été votre parcours et comment se fait-il que vous vous soyez trouvé amené à mener ce combat? Écoutez, le fait que j'ai commencé effectivement ma carrière professionnelle à la Cour des comptes n'est pas étranger à ce combat, puisque donc à l'époque j'avais le statut de fonctionnaire, étant magistrat à la Cour des comptes, et j'avais adhéré à la fin des années 80 à un régime qui s'appelle préfond, et pour la même raison que tout le monde, c'est-à-dire que j'avais été alléché par l'avantage fiscal qui était mis en avant, donc la déduction des versements qu'on pouvait faire à ce régime de notre revenu imposable. Et puis, voilà, je l'ai fait sans plus me poser de questions, comme 1 million d'autres épargnants dans des régimes de ce genre. Jusqu'au jour où j'ai quitté la Cour des comptes assez rapidement et je suis rentré dans un grand groupe pharmaceutique qui s'appelle aujourd'hui Sanofi Aventis, mais qui à l'époque s'appelait Rhône-Poulenc. Et je suis parti début des années 90 aux États-Unis comme directeur financier. Et comme vous le savez peut-être, aux États-Unis, la principale source des retraites pour les salariés, ce sont les retraites d'entreprise, ce ne sont pas les retraites de l'État qui sont moins importantes qu'en France. Et donc elles sont gérées par l'entreprise. Et donc en tant que directeur financier, j'étais responsable du comité d'investissement de ces fonds de pension de l'entreprise pour ses salariés américains. Et donc je recevais d'un côté les rapports de ce fonds, et puis d'un autre côté les bulletins 2 fois par an de préfonds. Et je me suis mis donc à les lire, et c'était le jour et la nuit. C'est-à-dire autant les rapports du fonds de pension des salariés américains de Rhône-Poulenc étaient limpides. On leur disait, vous avez mis tant, cette année ça vous a rapporté tant, voilà comment on l'a géré, quels sont les frais, et puis donc vous pouvez espérer tant au moment de la retraite, sous certaines hypothèses de rendement bien sûr. Alors que Préfond, pas du tout. Préfond, pour commencer, ne daignait pas publier le rendement du portefeuille. C'est une information qu'il jugeait pas utile pour l'adhérent. Alors je l'ai obtenu par la suite, mais pour vous donner une idée. Et puis c'était totalement incompréhensible. Enfin, même les professionnels le reconnaissent. On ne peut pas montrer là un bulletin de Préfond, mais c'est largement incompréhensible, en contradiction d'ailleurs avec toutes les règles de base de communication. Même quand on est magistrat à la Cour des comptes. Même quand on est magistrat
magistrat à la Cour des comptes, même quand on a été directeur financier d'une grande entreprise cotée à New York, au CAC 40, etc., et qu'on a été ensuite, ce qui est mon cas, responsable d'une société européenne de gestion de fonds pendant 6 ans. Donc, et après s'être intéressé donc, à étudier ces questions pendant des années. Donc on peut au moins déjà se vanter d'avoir en France ceux qui savent le mieux dissimuler, disons, sinon la vérité, enfin, du moins les conditions véritables qui sont faites à leurs clients, aux souscripteurs. Donc il faut beaucoup de talent pour le faire. Alors, je ne sais pas si c'est du talent ou de l'incompétence. Si c'est du talent, c'est encore plus grave, puisque c'est un talent pour effectivement ne pas montrer les éléments essentiels de leur produit d'épargne retraite aux gens. Que, comme vous le disiez à l'introduction, c'est particulièrement grave pour l'épargne retraite, parce que ce sont des épargnes lourdes que les gens vont faire pendant des années, voire des dizaines d'années, et ils vont en dépendre pour leur bien-être matériel quand ils seront à la retraite. Or, on sait que l'espérance de vie s'allongeant, ils vont être à la retraite pour plus longtemps, et puis, comme vous l'avez dit, on sait aussi que ce que vont fournir comme revenu les retraites obligatoires va continuer à diminuer, d'où l'importance croissante et cruciale d'avoir une épargne retraite qui soit correctement gérée. Alors essayons d'abord, avant d'entrer plus dans le détail de ce combat que vous avez mené, car n'oublions pas une chose, c'est qu'avant tout, votre action est un combat. Ça n'est pas simplement le fait de quelqu'un qui s'est intéressé à un problème et qui a essayé de le débrouiller, c'est une bataille que vous menez, et en cela il faut évidemment vous féliciter, car il y a si peu de gens qui se battent que quand on en rencontre quelques-uns, on est tout content. Et donc, il y en a il y en a quand même. Heureusement. Pas assez. Et donc, essayons de brosser le tableau général que vous avez d'ailleurs commencé de brosser à l'instant. Bon, il y a plusieurs types de retraites en général dans le monde, mais enfin en gros il y en a deux, les retraites par répartition et la retraite par capitalisation. Alors la répartition, tout le monde sait ou devrait savoir ce que c'est, on vous prélève et on vous répartit. C'est-à-dire qu'en fait les actifs payent pour les retraités sans qu'il y ait de capitalisation, encore que ce soit nuancé, parce qu'en réalité, dès qu'un régime a des réserves, et il y en a qui en ont, il est considéré au niveau européen comme un régime de capitalisation. Donc ce n'est pas si simple. Enfin, en gros, les régimes français de retraite dits obligatoires sont des régimes qui sont des régimes de répartition. La capitalisation, à l'inverse, ça consiste tout simplement à épargner ces sommes, elles ne sont pas redistribuées à d'autres, elles sont placées, et vous avez ensuite le retour sur investissement qui correspond à soit une rente, soit un capital, soit les deux. Donc voilà à peu près les grands régimes de retraite tels qu'ils fonctionnent. Alors il se trouve que la France est un cas très particulier, encore que l'Allemagne partage assez largement cette situation, où nous n'avons que des régimes de répartition, mais il y a quand même quelques régimes de capitalisation, dont celui dont vous vous êtes occupé, ce qui rend la chose encore plus originale. Alors vous pourriez peut-être nous préciser quel type de capitalisation fait la Préfonds, dont je précise d'ailleurs qu'elle aurait pu et qu'elle peut toujours être souscrite par n'importe qui même pendant 24 heures a été fonctionnaire ou apparenté à un fonctionnaire. Tout à fait, ou même conjoint de fonctionnaire. Enfin, moi je dis souvent, il y a plus de gens, on rencontre plus de gens qui ont droit à Préfonds que de gens qui n'y ont pas droit. Alors oui, comme vous le disiez, donc les régimes par répartition, donc la même année, l'actif verse quelque chose et la même année, c'est reversé à un retraité. Ça marche bien, il faut le préciser, enfin ça marche bien, ça peut fonctionner, disons, dans un cadre obligatoire. Parce que, évidemment, si ça n'est pas obligatoire, rien ne vous garantit que vous-même qui avez cotisé, dont l'argent est parti chez les retraités de l'époque, quand vous deviendrez retraité, si on n'oblige pas les actifs dans ce futur-là de cotiser, vous n'aurez rien. Est-ce que je peux vous interrompre un quart de seconde, même une seconde entière, si ça ne vous ennuie pas, parce que sur ce point qui me paraît très important, vous avez parlé du caractère obligatoire. C'est vrai, il y a un caractère obligatoire, on parlera peut-être plus tard des directives européennes, mais il est évident que ce qu'on appelle les régimes du premier pilier en France, qui n'existe en réalité pas, il n'y a qu'un deuxième pilier, mais peu importe, ne rentrons pas dans les considérations techniques, ces régimes sont obligatoires, donc on est obligé d'y souscrire. Mais il y a un point sur lequel ce type de raisonnement vient buter, c'est la démographie. C'est-à-dire que même quand vous avez un régime obligatoire, si la démographie est très défavorable, comme c'est le cas de tous les régimes français et européens en général, puisque la natalité est insuffisante, voilà un deuxième élément
délicat qu'il faut prendre en compte. Simplement, c'était pour préciser. Non, mais d'ailleurs, c'est le grand problème des régimes par répartition, c'est que l'espérance de vie s'allongeant, n'ayant pas fait ou très peu de réserves dans le passé, quand la démographie était plus favorable au régime et moins favorable aux personnes, puisqu'elle vivait moins longtemps, ça n'a pas été fait. Et donc maintenant, c'est la grande faiblesse de ces régimes, et c'est pour ça qu'on constate et qu'on prévoit une diminution de leurs prestations dans les années, les décennies à venir. Alors la Préfond, donc... Préfond, là, donc, on est dans le domaine du facultatif. Voilà. Préfond, le crève-corème dont je parle... parce que c'est un encore plus gros scandale, beaucoup plus gros scandale que Préfond. Je parle aussi du régime des hospitaliers et je parle aussi des PERP, les plans d'épargne retraite populaire. Tout ça, ce sont des régimes facultatifs. Et pour Préfond et les PERP, des régimes qui sont en principe par capitalisation pure. C'est-à-dire que l'intégralité de votre versement d'une année donnée, il n'est non pas donné aux retraités actuels, mais il est capitalisé, placé pour vous, pour quand vous partirez à la retraite, on vous restitue cette épargne avec les produits et moins les frais. Voilà, en gros. Alors c'est le cas de la Préfond. Alors c'est le cas de la Préfond, c'est le cas des PERP, mais ça n'est pas tout à fait le cas ni du crève-corème, ni de la complémentaire des hospitaliers. Et c'est de là d'ailleurs que vient le principal problème de ces régimes, qui sont des régimes qui sont catastrophiques pour les quelques 800 ou 900 000 épargnants concernés, et puis les futurs, parce que c'est pour ces régimes, ce qui est quand même extrêmement choquant, continue à faire une promotion extrêmement agressive, en tout cas le crève-corème, sans préciser que, donc effectivement, ce sont des régimes qui n'ont pas été gérés entièrement en capitalisation, puisque pour le crève-corème, il y avait une caisse de capitalisation pour à peu près 40% des versements, mais aussi une caisse de répartition pour 60% des versements, donc majorité, et ce régime est totalement facultatif. C'est-à-dire que cette caisse de répartition, s'il n'y avait plus de gens qui cotisaient au moment où vous prenez votre retraite, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, ça je simplifie. Alors non seulement donc c'était une aberration économique, mais c'était illégal en plus. Et ça, tout ça, évidemment, même les souscripteurs actuels, même les prospects, comme on dit, les gens à qui on va demander de cotiser à ce régime, ne le savent pas parce qu'on ne leur dit pas. Alors ce qu'il y a de tout à fait frappant dans cette affaire du crève-corème, je répète pour nos téléspectateurs qu'il s'agit du complément retraite de la fonction publique, les enseignants essentiellement. Alors, au départ, oui, alors c'est un régime qui est d'ailleurs plus ancien que Préfond, qui a été créé après la guerre. Au départ, pour les secrétaires de mairie, qui étaient en même temps souvent effectivement les instituteurs de la commune. Et effectivement, pendant très longtemps, et toujours maintenant, sont en majorité des fonctionnaires de l'éducation nationale, mais ça a été étendu aussi à d'autres mutuelles de la fonction publique, des postiers, des agents des impôts, des magistrats, etc. Alors, ce qu'il faut préciser, à l'intention de nos téléspectateurs, qui ne sont pas tous forcément des grands spécialistes de la question, c'est que dans les explications qui ont tenté d'être données par les dirigeants du CREF, il y avait bien entendu la mise en cause des directives européennes. Or, ça n'est pas vrai en l'occurrence, puisque c'est le code de la mutualité, l'ancien code de la mutualité, qui a été modifié par la suite, qui interdisait ce type de retraite en quelque sorte, puisque naturellement, les auteurs du code de la mutualité n'ignoraient pas que s'il y avait de la répartition facultative, ça ne pouvait pas fonctionner, il y avait un trop grand danger. Donc ils nous ont encore enfumé avec cette affaire de directives européennes qui n'y étaient pour rien en l'occurrence. Alors écoutez, je vois que vous avez lu beaucoup d'attention mon livre. Avec beaucoup d'attention. C'est tout à fait exact. Et là aussi, ce qui est encore choquant, c'est que vous dites qu'il disait que c'était la faute aux directives européennes. Il continue à le dire. Ouais. Il cache toujours aux 450 000 souscripteurs et à ceux qu'ils essayent de faire adhérer, puisqu'ils ont un plan très ambitieux de faire adhérer des dizaines et des centaines de milliers de Français. Ils ont même obtenu de l'État en 2005 d'étendre l'avantage fiscal qui était jusque-là réservé aux fonctionnaires à tous les Français pour pouvoir ratisser plus large. Eh bien, il continue à dire que le CREF s'est autodissous et reconstitué sous forme de COREM, maintenant ça s'appelle complément retraite mutualiste, à cause des directives européennes qui ont été appliquées en France, donc des directives européennes sur l'assurance,
effectivement, disent qu'un régime facultatif peut être capitalisé, ce qui est la moindre des choses, mais n'ont été appliqués qu'en 2001. Le CREF, lui, faisait ça depuis très longtemps, et le Code de la mutualité, comme vous l'avez rappelé, dès 1988, avait interdit très clairement ce genre de pratique. Donc ça n'a rien à voir avec les directives européennes. Ce régime était illégal depuis au moins 1988. Ça n'a pas empêché l'État, l'année suivante, de lui accorder un avantage fiscal tout à fait exceptionnel que seul Préfond et les hospitaliers avaient eu avant lui et que personne d'autre n'aura par la suite. Et donc accorder quand même un avantage fiscal, c'est ce que dans l'État on appelle une dépense fiscale. C'est comme subventionner la souscription à un régime qui était illégal, ils n'ont même pas vérifié, et il a fallu attendre un rapport de l'inspection des affaires sociales en 1999, qui est venu là, on le pense, sur l'incitation, je dirais, d'un rapport de M. Marini, qui a quand même crié au scandale en 1997, et qui m'avait d'ailleurs auditionné, mais en 1999, ils ont montré ça, mais ils n'ont jamais communiqué ça aux adhérents. Ce rapport est resté secret. La mutuelle s'est bien gardée d'en donner le contenu aux adhérents. Et nous avons dû faire condamner au Conseil d'État la commission de contrôle des mutuelles qui supervisait cette inspection des affaires sociales pour obtenir la publication partielle du rapport aux victimes en 2006. Donc on cache toujours, et l'État et la mutuelle, qui maintenant s'appelle UMR, Union Mutualiste de Retraite, donc celle qui gère le Corem, cachent toujours la vérité aux souscripteurs. Alors, ce qui s'est passé, évidemment, c'est qu'à un moment, il y a eu un scandale qui a éclaté. Le scandale existait depuis longtemps, et aux environs de 2000, si je me souviens bien... Pour bien faire comprendre aux téléspectateurs, donc quand il y a eu ce rapport de l'IGAS, j'ai dit qu'il était secret. Cela dit, il y a eu des fuites, comme souvent, et certains journalistes en ont publié, entre guillemets, les bonnes feuilles. Et donc c'est à ce moment-là, effectivement, que le scandale a éclaté. Alors qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que ce complétement de retraite n'était en réalité pas garanti du tout, puisqu'il y avait un trou considérable, il y a des milliards de francs à l'époque, qui sont quand même des milliards d'euros aussi maintenant. Et donc les braves gens qui avaient souscrit à ce fonds en espérant que leur retraite en serait améliorée, se sont retrouvés tout d'un coup dans une situation où, alors c'est là qu'on arrive à des choses absolument invraisemblables, et qui pourtant sont vraies, c'est-à-dire qu'on leur a dit, écoutez, vous partez, vous reprenez vos billes, et sinon, vous aurez... Très peu de billes. Très peu de billes, et en plus, vous paierez des impôts sur ces billes que vous reprenez parce que votre souscription a été défiscalisée au moment où vous l'avez faite. Et pour ceux qui restent, eh bien, c'est pas du tout les mêmes garanties qu'on vous offre, si garantie est le terme qui convient dans ce genre d'affaires. Alors, essayez de nous expliquer comment une telle manipulation a pu se faire sans qu'à aucun moment les pouvoirs publics, qui sont quand même responsables, c'est eux qui devaient surveiller tout cela, n'aient été vraiment impliqués, sauf par votre action, et sans que quiconque jusqu'à présent ait été condamné. Tout à fait. Alors, pour expliquer, alors oui, effectivement, clairement, parce qu'il faut voir que sur ce régime-là, comme sur les autres, ce sont déjà des sujets un petit peu compliqués, mais les promoteurs de ces produits ne font rien pour les simplifier, les clarifier et les expliquer aux épargnants. C'est tout le contraire, hein. Donc j'ai montré dans mon livre, j'ai essayé de démontrer les arcanes extrêmement complexes et obscures du CREF-Corem, qui en plus donc c'est autodissous, enfin tout ça pour brouiller les pistes, hein. Donc pour être clair, en fait, quand il y a eu ce rapport de l'inspection des affaires sociales et qui a fuité, entre guillemets, dans les médias, l'autorité de contrôle à l'époque a quand même dit à la mutuelle, peut-être quand même vous mettre en règle. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par baisser tous les droits des adhérents de 17%, début 2001. Alors qu'ils avaient garanti non seulement un maintien des droits, mais une indexation de ces droits sur les traitements de la fonction publique. C'était une garantie unique en son genre. C'est-à-dire que non seulement on avait un avantage fiscal, comme on l'a vu, mais en plus, et c'est ça qui a attiré essentiellement 450 000, souvent des fonctionnaires au niveau modeste, hein, c'est cette garantie d'indexation sur les traitements de la fonction publique. Alors d'ailleurs, si c'est possible, je voudrais montrer à la caméra, parce que la mutuelle, encore aujourd'hui, conteste qu'elle ait donné une telle garantie. Or, si je prends par exemple un dossier d'information remis aux souscripteurs,
Je ne sais pas si à la caméra on voit le point 9. Approchez-le un peu, voilà. Mais vous voyez bien qu'on vous dit votre rente est indexée sur les traitements de la fonction publique. C'est une solide garantie contre l'érosion monétaire. Alors, je vous épargne les papiers, mais sur le certificat d'adhésion, c'est également bien précisé que ce complément retraite est indexé sur les traitements de la fonction publique. En 2001, on vous baisse vos droits de 17%. On s'assoit sur la garantie d'indexation et en plus, on baisse ça. En 2002, ça ne suffit pas, parce que ça ne suffisait pas pour renflouer les caisses du régime, puisque, vous y avez fait allusion, l'IGAS avait chiffré ça au minimum 1,6 milliard d'euros de trous, donc de différence entre la valeur des engagements envers les adhérents et ce qu'il y avait en caisse, en fin 96. En 2000, on pense que c'était plutôt 2 milliards, et en plus, ça ne comprend probablement pas les provisions pour cette garantie d'indexation. Donc, vous voyez que c'est considérable. Donc la baisse de 17% des droits ne suffisait pas. Donc en 2002, il y a eu un énorme tour de passe-passe. La mutuelle, qui en plus, suite aux fuites du rapport de l'IGAS, vous allez peut-être y venir, a vu ses dirigeants mis en examen pour abus de confiance. Donc ça commençait vraiment à sentir un petit peu le souffle, avec le trou de 1,6 milliard d'euros, les dirigeants mis en examen, tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est autodissoute, puis elle en a créé une autre. Elle a appelé les mêmes partenaires, qui étaient Grande Mutuelle Santé de la fonction publique, MGEN, Éducation nationale, MG pour la Poste, et puis MFP pour toute une série de mutuelles des ministères. Et hop, on a recréé une nouvelle mutuelle avec un nouveau nom, et on a transféré le régime CREF à deux nouveaux régimes, Corem et un autre au nom extrêmement marketing de R1, où là, toutes les garanties principales sont passées à la trappe, et spécialement évidemment cette garantie d'indexation, et on a laissé qu'une petite porte de sortie aux gens qui n'étaient pas d'accord, alors sans donner d'ailleurs aucune indication sur le futur de ces régimes, comment ils allaient être valorisés. On a eu juste des phrases sibyllines qui disaient, écoutez, les produits de l'épargne seront affectés prioritairement au renflouement du régime, ce qui d'ailleurs malheureusement ce qui était fait, et on a dit aux gens, d'ailleurs pas aux allocataires, ceux qui étaient déjà rentiers, c'était fichu, ils étaient forcés de rejoindre ces régimes, mais ceux qui étaient encore cotisants, on leur a proposé, c'était vraiment la peste ou le choléra, éventuellement de démissionner, mais alors là, comme vous y avez fait allusion, alors c'est eux qui ont été de loin les plus pénalisés, puisqu'ils ont perdu au moins la moitié de leur épargne acquise en valeur de l'époque. Et en plus, cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, comme vous l'avez dit, ils ont été taxés au taux marginal sur le peu qu'ils ont touché. À l'époque, certains ont évoqué un gain, entre guillemets, pour la mutuelle de 750 millions d'euros fait, pour ainsi dire, sur le dos de ces pauvres démissionnaires. Et ça a continué, puisque les nouveaux souscripteurs, vous l'avez évoqué à l'instant, voient leur épargne amputée de sommes considérables, le taux de rémunération est devenu très faible, pour combler le trou pendant 15 ans, je ne sais plus exactement combien d'années il est prévu pour parvenir à combler ce trou. Enfin, ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, il y a spoliation. Parce que quand vous souscrivez à un plan dans lequel on continue de vous dire que vous êtes indexé. Alors on le dit plus. Oui, enfin, on vous le disait à l'époque. On le disait à l'époque. Et maintenant, quand on vous dit que vous allez souscrire à un plan d'épargne, vous espérez au moins avoir un rendement de votre épargne à peu près conforme au rendement général de l'épargne. Préserve au moins votre pouvoir d'achat au minimum. Tel n'est pas le cas, car il y a un trou. C'est exactement comme si vous entrez dans un appartement. Et on vous dit, voilà, vous avez cet appartement, je vous le loue pour telle somme, mais il y a tant de pièces qui sont indisponibles parce que nous sommes en travaux. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous souscrivez une épargne et on vous dit, oui, mais vous aurez naturellement des revenus de votre épargne, mais pas tout de suite parce que nous avons auparavant un trou à combler. Alors, si on le disait aux gens comme ça, il n'y aurait pas un seul souscripteur. Et voilà, je voulais dire, en plus, évidemment, ils ne le disent pas, parce que sinon les gens ne souscriraient pas, et à raison. Vous l'avez rappelé, depuis 2002, donc depuis ce tour de passe-passe, beaucoup de droits n'ont pas été du tout revalorisés. Donc on a calculé qu'entre 2002 et 2007, ça fait déjà une perte de pouvoir d'achat de 13%. Et comme vous l'avez vu, l'inflation est plutôt à la hausse. Et pour ceux qui ont été un peu revalorisés certaines années, mais très faiblement, ils ont quand même déjà perdu 10% de pouvoir d'achat. Et ce plan de redressement continue jusqu'en 2017. Évidemment, ce qui est le plus scandaleux, c'est que pour ces gens-là et les nouveaux souscripteurs que l'on attire avec force promotion, ils ignorent tout de ça. On ne leur dit pas qu'il y a un trou à combler, on ne leur dit pas que les produits de leur épargne vont être prioritairement affectés à ça, et que par conséquent,
à l'heure actuelle, dès qu'ils mettent 1 euro dans ce régime, ils perdent du pouvoir d'achat dès la première année. Donc ça, il est tout à fait scandaleux que ni la mutuelle, ni les pouvoirs publics ne communiquent donc ces informations cruciales aux souscripteurs. Et s'ils ne les communiquent pas, c'est pour une raison fort simple, c'est qu'ils ont partie liée pour des raisons qui ne sont pas toujours très claires d'ailleurs, mais enfin qu'on devine assez facilement et que vous avez expérimenté à l'occasion des actions que vous avez menées. Vous avez vu quand même qu'il y a dans les allées du pouvoir, et notamment dans les ministères, un certain nombre de vos équivalents, si je puis dire, qui eux sont restés dans la fonction publique et qui font en sorte que les épargnants ne soient quand même pas trop au courant de ce qui se passe, de façon à maintenir le système social à la française. En tout cas, c'est ce qu'ils vous ont dit, j'ai bien compris. C'est ce qu'on me répond, c'est que, effectivement, j'étais assez surpris parce que je dois être encore un peu naïf, que beaucoup de mes anciens camarades qui sont effectivement maintenant dans les ministères, ou certains même au Parlement, ou à des hautes fonctions politiques ou administratives, m'expliquent avec beaucoup de condescendance que ce que je suis en train de faire, c'est d'essayer de toucher au modèle français, le modèle que je mets personnellement entre guillemets, puisque quand on voit les résultats, je dirais que c'est plutôt un anti-modèle qu'autre chose. Donc effectivement, je n'ai eu pratiquement aucun soutien de l'administration et des gouvernements et des présidents successifs, c'est même plutôt le contraire, hein, puisque notamment les gouvernements, notamment je pense à celui de M. Jospin, et puis celui de M. Villepin, se sont même fortement opposés à toutes les initiatives que nous avons essayé de prendre, notamment avec l'aide de quelques parlementaires courageux. Alors, la raison, c'est que ces mutuelles ont le bras long, si je puis dire, et ont des appuis très puissants, je dois dire, à droite comme à gauche. Hein. À gauche, c'est peut-être un peu plus évident, puisque l'ancien président de la mutuelle Monsieur Telade, que tout le monde sait que c'est le mentor de François Hollande et qu'il a été ministre des Affaires sociales sous Mitterrand. C'est d'ailleurs un peu de temps avant qu'il a obtenu pour son régime la déduction fiscale. Mais on se rend compte que depuis 2002, et en tout cas jusqu'à la fin de la présidence de M. Chirac, je n'avais pas plus de soutien pour les petits épargnants abusés du côté de M. Chirac ou du gouvernement Villepin. Alors nous allons maintenant marquer une brève pause technique et puis nous allons reprendre immédiatement après l'exposé ô combien moral de la façon dont on traitait les épargnants français. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Guillaume Pache, qui vient de publier aux éditions Bourrin Éditions Les scandales de l'épargne retraite, un livre que je vous recommande très chaleureusement. D'abord parce que c'est un livre à la fois d'information qui est indispensable. Deuxièmement parce qu'il est aussi clair que peut l'être le récit d'un tel problème. Et troisièmement, parce que ça va vous éclairer sur ce qui vous attend dans les combats que vous allez devoir mener les uns et les autres, que nous allons devoir mener pour nos retraites, car il faut quand même le dire et le savoir, enfin ceux qui nous suivent le savent depuis longtemps, les problèmes de retraite en France ne font que commencer et ils vont devenir de plus en plus difficiles. Et il est probable, comme le disait Michel Rocard dans un livre blanc, et vous savez qu'en matière de retraite, on a surtout écrit des livres et pris peu d'actes, eh bien, il y a de quoi faire sauter, il disait, 6 ou 7 gouvernements, on peut même en faire sauter davantage. Le tout est de savoir comment les choses seront prises. Alors, Guillaume Pache, vous venez de nous expliquer au cours de la première partie de cette émission le fonctionnement de ces régimes qui, pour l'instant, bien que ça a évolué depuis, ne concernaient que les fonctionnaires, même si maintenant d'autres peuvent s'y souscrire au sens large. Et, bien entendu, ce que nous n'avons pas dit jusqu'à présent, c'est que vous ne vous êtes pas contenté d'étudier ces régimes et d'en souligner les contradictions, voire parfois les graves défaillances, mais vous avez pris l'initiative de combattre pour la vérité. Alors, ça n'a pas été simple, et ceux qui savent ce que c'est qu'un combat dans ce domaine-là apprécieront évidemment le vôtre à sa juste valeur. Donc, vous étiez finalement un homme seul dans cette affaire au départ. Alors, au tout départ, oui, mais c'est vrai qu'on se sent peu nombreux et petits face aux puissants que nous avons en face, puisque donc nous avons effectivement une certaine mutualité qui, comme je l'ai dit, a le bras long. Certains
syndicat de la fonction publique également, et donc avec des soutiens politiques extrêmement importants. Alors on est quand même, par exemple, pour le comité de défense des adhérents du CREF-Corem, dont je parlais, on est quand même maintenant 6000 qui combattent courageusement, mais c'est vrai que c'est un combat très difficile. Dans un pays comme la France, parce que donc non seulement on n'a pas le soutien des pouvoirs publics, mais on a plutôt leur enfin, disons que, pour le dire dans la litote, ils sont extrêmement bienveillants avec les organismes qui ont abusé les petits épargnants. Et puis, ces organismes-là font tout pour nous écraser, et avec tous les moyens sont bons, c'est-à-dire assignation en diffamation. Moi, dès que j'ai créé ma première association de défense, je me suis pris une assignation où on me réclamait, à moi, à titre personnel, 15 millions de francs nouveaux à l'époque. On n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Et alors, eux ne se gênent pas, en revanche, pour nous diffamer, nous. Moi, j'ai eu droit à quelqu'un d'incompétent, de mauvaise foi. Quand le régime Préfond avait remarqué que mon épouse avait souscrit, on m'a dit c'était l'hommage du vice à la vertu, etc. Le régime du Crève-Corem a fait circuler récemment, enfin il y a 2 ans, dans les rédactions, un dossier anonyme disant que je faisais ça pour de l'argent, que je travaillais pour des fonds de pension américains, enfin je le raconte dans mon livre, où j'entends dire parler des avocats de la mutuelle que je suis un agent des grands assureurs, etc., etc. Donc il faut s'attendre, quand on se bat pour les petits, je dirais, en France, à en prendre plein la figure. Alors, agent des grands assureurs, ça il est très facile de démontrer le contraire, puisque c'est eux qui sont impliqués dans la gestion d'un certain nombre de ces régimes que vous combattez. Voilà, alors ça serait comique si on visait pas quand même derrière les défenseurs des petits épargnants, mais effectivement, le Crève-Corem, leur avocat a dit que j'étais un agent des grands assureurs. Ces grands assureurs sont les assureurs de Préfond. Alors, évidemment, c'est grotesque, mais c'est pas grave, parce que plus c'est gros, parfois plus ça passe. Donc, vous savez, l'adage calomnier, il en restera toujours quelque chose. Alors, vous êtes quand même arrivé lentement et difficilement à certains résultats. Le premier d'entre eux a quand même été qu'il y a eu des évolutions dans la gestion de ces régimes, ou en tout cas dans l'accès à l'information des épargnants. Et puis, il y a quand même des procès en cours. Ça, c'est pour le Crève-Corem, on n'est quand même pas au degré zéro des conséquences. Il y a un procès qui a eu lieu au début de l'année 2008, en janvier 2008, dont on ne connaît pas encore le résultat, je crois. Non, alors effectivement, nous avons mené un certain nombre d'actions. Alors pour être complet, donc je rappelle qu'on a fait condamner l'État pour obtenir enfin la communication du rapport de l'IGAS sur le CREF aux victimes, qui sont quand même les principaux intéressés. Nous avons porté plainte effectivement pour obtenir une indemnisation de cette mutuelle. Il y a eu donc des plaidoiries effectivement en janvier 2008. Alors tout ça a pris beaucoup de temps, ce procès dure depuis 7 ans, et il a été mis en délibéré pour le 24 juin prochain. Et donc nous espérons bien. C'est long, c'est vrai que le dossier est épais, et donc nous espérons que la longueur du délai ne traduit que la diligence des magistrats à examiner au fond les dossiers. Donc là, c'est mis en délibéré pour le 24 juin. Nous avons aussi, enfin les adhérents, quand je dis nous, je parle donc des adhérents du CREF, ont assigné au pénal donc les anciens dirigeants du CREF pour abus de confiance. Là aussi, c'est très long. Je raconte dans mon livre toutes les difficultés que nous avons eues à faire progresser ce dossier, mais nous espérons, nous avons demandé déjà depuis de longs mois au juge d'instruction de renvoyer ces gens en correctionnel, dont René Telal, l'ancien président du CREF. Nous avons également assigné l'État en responsabilité, puisqu'on l'a vu dans ce dossier. Non seulement il y a une carence du contrôle, qui a d'ailleurs été établie par le tribunal administratif de Paris, qui a établi la faute lourde de l'État, la responsabilité pour faute lourde de l'État dans ce dossier pour carence du contrôle. Mais non content de ne pas avoir contrôlé, comme on l'a vu, il a accordé un avantage fiscal tout à fait exceptionnel à un régime qui était illégal. Et donc avec une forte incitation pour les épargnants à y souscrire. Donc là, nous sommes en appel à l'heure actuelle à la Cour administrative d'appel de Paris. Donc voilà, effectivement, il y a des plaintes en justice. Comme vous le disiez, nous avons obtenu un certain nombre de choses.
D'abord, nous avons obtenu pour les adhérents de Préfonds, pas encore pour ceux du Corem, mais j'y compte bien y parvenir, ils n'ont pas le droit, comme vous le savez, je le raconte dans mon livre, ce sont des régimes où vous n'avez pas le droit de voter aux assemblées générales, vous n'avez même pas le droit d'y participer, vous n'êtes même pas invité aux assemblées générales. Alors nous avons quand même obtenu pour Préfonds, à défaut de pouvoir participer pour l'instant aux assemblées générales et avec droit de vote, ce qui est le cas pourtant de toutes les autres associations d'assurance vie, mais l'État a voulu garder une exception pour Préfonds, allez savoir pourquoi, nous avons obtenu le droit à partir de 2010 de voter avec les pieds, c'est-à-dire que à partir de 2010, nous aurons le droit de quitter Préfonds avec l'épargne acquise et d'aller ailleurs. C'est d'ailleurs purement conforme aux dispositions européennes. Européennes et même en France même pour les autres régimes. C'est-à-dire que autres tous régimes. ce qu'on appelle les PERP, les plans d'épargne retraite populaire qui ont été créés en 2004, vous avez le droit de transférer votre épargne si vous n'êtes pas content d'un produit à l'autre, ce qui est quand même la moindre des choses. Surtout sur des produits comme ça, donc très longs, où vous en prenez, si je puis dire, pour 30, 40, 50 ans. Bon, il vaut mieux que la concurrence puisse jouer pour que ces régimes soient bien chers. On appelle ça en termes techniques, je crois, la portabilité des droits. Voilà, ça, hein. tout à fait, la portabilité des droits. Alors on a obtenu ça pour Préfonds. Nous avons, alors nous ne sommes pas les seuls, hein, il y a quand même, je le dis dans mon livre, hein, quelques hommes politiques très courageux qui nous ont beaucoup aidés, qui ont fait énormément pour les petits épargnants. Je pense d'abord à Philippe Marigny, mais aussi à Charles de Courson, à Arnaud Montebourg. Nous avons obtenu, mais surtout là, grâce à Philippe Marigny, le renflouement partiel du régime des hospitaliers. Ça vient de se faire, ça a été très long, mais là, l'État et l'organisme assureur vont mettre près de 800 millions d'euros sur 20 ans pour aider à renflouer ce régime. Je rappelle qu'ils n'ont pas mis un centime, ni l'organisme assureur, ni l'État, pour renflouer le crève-corem. Ça, c'est entièrement à la charge des victimes. Hein. Question dont je n'ai pas la réponse à la lecture de votre livre, ou peut-être n'ai-je pas suffisamment travaillé la question. Dans les définitions que vous donnez du régime des hospitaliers, le CRH, il est indiqué, mais en tout petit, que la rente qui sera versée ne sera versée que pour 5 ans. Mais voilà. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Vous prenez une retraite, on dit il faut disparaître avant, sinon vous n'aurez pas de retraite. Est-ce que ça a été modifié, cela? Alors, ça n'a pas été modifié parce que c'est bien le problème de ce complément retraite des hospitaliers, c'est-à-dire qu'il a de quoi payer des rentes pour 5 ans, peut-être même un peu plus, mais certainement pas pour la durée de vie, ce qu'on appelle pour la durée viagère, Surtout, la durée de vie, parce que les gens, heureusement en moyenne, vivent plus de 5 ans après la retraite. Et effectivement, c'était marqué en tout petit pendant de nombreuses années, tout en bas du bulletin de souscription, cette rente n'est garantie 5 ans. Mais évidemment, la plupart des souscripteurs hospitaliers, il y en a quand même plus de 400 000, hein, que je connais, évidemment, ça n'en était pas aperçu. Alors c'est ça qui a fait là aussi le scandale, mais là, effectivement, notamment Philippe Marigny a obtenu donc un renflouement partiel. Donc là, si vous voulez, c'est pas les victimes qui vont entièrement payer les pots cassés. C'est-à-dire que l'assureur, les AGF en l'occurrence, je crois, mettent un petit peu, et l'État l'État également. Alors que je rappelle encore une fois, dans le crève-corem, le plan de redressement dont la nature n'a pas été communiquée évidemment aux épargnants, c'est entièrement les épargnants qui doivent payer et à leur insu, effectivement. Alors on a obtenu aussi un certain nombre, c'était peut-être votre question, d'engagements écrits du nouveau président de la République. J'allais y venir précisément, puisque vous avez évoqué les précédents. Donc celui-ci, qui n'a quand même pas été avare de promesses, dont certaines d'ailleurs sont en cours de réalisation, il ne faut pas non plus faire de procès systématique, mais sur le problème qui vous occupe précisément jusqu'à présent, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une inflexion dans un sens ou dans un autre. Sauf que la réception qui vous a été faite au ministère de l'économie et des finances n'a quand même pas été extraordinairement positive. Non, mais pour être tout à fait juste, bon, d'abord on a obtenu des engagements importants et clairs, hein, je dirais, pour l'épargne retraite, et notamment effectivement des agents publics, mais pas seulement. Hein, donc d'avoir enfin mettre fin aux exceptions à la démocratie dans le fonctionnement des régimes Préfonds, crève-corem, complémentaires des hospitaliers, de ne pas imposer les pauvres démissionnaires du CREF, que les publicités soient enfin non trompeuses, équilibrées entre les risques et les avantages, que s'il y a des problèmes, il ne faut pas les masquer. Et ça vaut d'ailleurs aussi pour les PERP, hein, dont je parle dans mon livre. Que dans les autorités de contrôle, il y ait enfin
des représentants des épargnants et des assurés. Pour l'instant, c'est quand même un pays extraordinaire, la France. On a des autorités de contrôle, l'une qui s'appelle l'autorité des marchés financiers, dont le principal objet légal, c'est la protection des épargnants. L'autre, qui est l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, dont l'objet principal est la protection des assurés. Eh bien, dans leurs organes dirigeants, il n'y a aucun représentant, ni des épargnants, ni des assurés. On est entre fonctionnaires et professionnels. Et c'est comme ça que ça marche le mieux, vous savez bien. Et alors, ça marche le mieux. Quand personne ne s'occupe des problèmes. Mais pour les épargnants et les assurés, on voit bien que, notamment dans ce livre, que c'est loin d'être la panacée. Alors, pour revenir à votre question, il y a un début de réalisation, mais c'est vrai qu'il est modeste pour l'instant, des engagements du président de la République, puisque dans l'affaire des 80 000 démissionnaires du CREF, qui, comme je le rappelle, non seulement ont perdu énormément d'argent, ont perdu plus de la moitié de leur épargne, mais en plus donc étaient taxés au taux marginal sur ce qui restait, nous venons d'obtenir le dégrèvement de, pour être précis, 18 personnes sur 80 000. Bon, c'est un début. Continuez en combat. Je dois dire que l'Élysée m'écoute. Hein. J'ai effectivement plus de difficultés avec le ministère des Finances, mais l'Élysée m'écoute. Et j'espère bien donc arriver à progresser dans la réalisation de ces engagements, puisque encore au vœu 2008, le président de la République a dit ce que j'ai dit, je le ferai. Et là, en plus, il a écrit, il n'a pas seulement dit. Alors espérons qu'il le fera, notamment pour toutes ces personnes qui ont perdu beaucoup d'argent et surtout qui se voient imposer en quelque sorte sur leurs pertes, puisqu'elles ont récupéré une partie de leur épargne qui se trouve frappée de l'impôt. Je crois me souvenir que dans le livre, vous évoquez quand même un propos du président actuel de la République indiquant que cet impôt lui paraît quand même injuste. Tout à fait. Alors d'ailleurs, on a donc effectivement des écrits très clairs de Nicolas Sarkozy. D'abord, il partage l'indignation des victimes de l'ancien CREF et il trouve qu'effectivement cette imposition est injuste. En tout cas, il écrit très clairement, il ne faut pas imposer les démissionnaires du CREF. Bon, c'est le contraire que l'administration a fait et continue à faire. Alors vous pouvez éventuellement lui donner l'adresse du ministère des Finances, il la connaît, il y a travaillé un certain temps. Il aura certainement de bons conseils à donner à vos interlocuteurs qui vous ont reçu. C'est un des moments savoureux de votre livre, quand vous attendez votre rendez-vous avec le cabinet de la ministre. Le hasard fait que vous rencontrez M. Tapie, qui lui-même attend un rendez-vous. M. Tapie, qui est vraiment l'exemple même du défenseur des épargnants et des entreprises en difficulté, et qui est reçu à bras ouverts par le directeur de cabinet, tandis que vous-même, vous êtes reçu par un fonctionnaire de moindre importance, qui vous dit tout de suite que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, parce que vous défendez des idées très particulières qui vont à l'encontre du modèle social français. Donc, on n'est pas plus chaleureux. C'est un peu l'impression que j'ai eue, effectivement, bon, je vous dis, moi je ne... Bon, ça fait 15 ans que je me bats pour les petits épargnants abusés. Je pense que donc avoir une certaine persévérance. Et je crois que vous disiez au début, il y a peu de gens qui se battent, mais il y en a, et je pense que s'ils continuent à se battre et à essayer de faire éclater la vérité au grand jour, eh bien, on finira par avoir gain de cause. Je citais au début de mon livre Bob Marley, mais qui lui-même, je crois, s'est inspiré d'Abraham Lincoln, en disant vous pouvez tromper un certain nombre de gens un certain temps, mais vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. En tout cas, je me battrai pour que ça ne soit pas le cas. Alors, effectivement, c'est un combat qui est à la fois prémonitoire, indispensable, bien sûr. Et ce qui est bien dans les combats, c'est qu'ils soient menés par des gens qui ont toutes les raisons de le mener. Je veux dire, ça peut être un combat qu'on mène pour des raisons théoriques ou des raisons doctrinales. Bon, naturellement, c'est un combat de principe que vous avez mené, mais c'est aussi le combat de quelqu'un qui, au fond, était un souscripteur et qui, tout d'un coup, s'est aperçu que cette souscription n'était pas conforme aux règles les plus élémentaires de la loyauté dans ce domaine-là, et qui s'est élevé fort de ses connaissances et fort surtout de son caractère. C'est le type de combat auquel nous aspirons en France. Il n'y en a pas assez. Car si tous ceux qui ont un intérêt, quel qu'il soit, un intérêt parfaitement légitime, parce que les choses se passent honnêtement, loyalement, faisaient en quelque sorte acte de civilité, de citoyenneté, il est évident que la France serait mieux gouvernée. Et donc on ne peut que lancer un appel pour tous ceux qui sont intéressés à ce genre d'action. Tout à fait. Alors je voulais quand même préciser, parce que je ne l'ai pas fait encore, que
comme je vous l'ai dit, je ne suis pas tout à fait seul, loin de là, dans ce combat. Bien sûr. Et je voudrais notamment en profiter, si vous le permettez, pour saluer ici l'extrême combativité des adhérents du CREF qui sont regroupés dans le comité d'information et de défense des sociétaires, au premier rang desquels André Rouffet-Pinon, qui se décrit elle-même comme une institutrice modèle courant, mais je peux vous dire que c'est pas du tout un modèle courant, c'est une battante sans laquelle non plus on ne serait pas arrivé là, et tous les d'ailleurs aussi l'équipe qui dirige le comité, ce comité. Non, donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, non, mais à partir du moment où il y a eu un mouvement vraiment civique qui s'est levé et qui a entamé le combat, il est évident que on obtient des résultats, parce que même si c'est difficile, même si c'est lent, rien n'est pire que de laisser un problème enterré, parce qu'il ne fait que des victimes à ce moment-là. Alors au-delà même de ce combat, qui est déjà très important et qui a une signification très profonde, se pose, je dirais, le problème général des retraites en France, qui est un problème très préoccupant. Quand vous parliez tout à l'heure du complément retraite hospitalier et de sa limitation à 5 ans en ce qui concerne les droits à pension, à rente, ça m'a rappelé la question qui avait été posée par Bismarck à un spécialiste de l'assurance, car Bismarck avait voulu, bien entendu, faire une œuvre sociale pour éviter que la montée du socialisme dans son pays, la Prusse, ne mette en péril la couronne. Et donc il avait décidé de créer, comme vous le savez, une retraite, et il avait demandé à ce spécialiste combien de temps il fallait à quel âge, il fallait fixer la retraite pour que les gens ne touchent jamais rien. Et le spécialiste lui a dit, Excellence, 65 ans. C'est la raison pour laquelle, pendant des années et des décennies, la retraite a été fixée à 65 ans partout. On en manque de chance pour ceux qui ont fixé ce genre de limite. Les gens se sont mis à vivre plus vieux. Mais vous vous rendez compte, le culot incroyable. Oui, mais j'avais d'ailleurs lu une version parallèle de cette histoire, parce qu'effectivement, Bismarck est celui qui a créé le système de retraite obligatoire en Allemagne, mais ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, et c'est effectivement le problème maintenant. Il avait demandé, pour fixer effectivement l'âge de départ à la retraite, il a dit combien de temps vivent les gens en moyenne. On leur a dit 65 ans. Bon, alors, vous mettez le départ à la retraite à 65 ans. C'est exactement cela, et donc ça permet effectivement de... Et alors, c'est d'autant plus intéressant, si je puis dire, que l'autre volet de ce type de comportement, c'est la sortie en rente. Alors, pour ceux de nos téléspectateurs qui n'auraient pas suivi une rapide explication, tous les régimes que vous avez évoqués sont des régimes où l'on sort en rente, c'est-à-dire qu'en fait l'argent que vous avez déposé est un capital, sans aucun doute, mais ce capital ne vous est acquis, en quelque sorte, que si vous vivez assez vieux pour que votre rente touchée au fil des années arrive à un niveau tel qu'il puisse avoisiner le montant du capital. Mais en réalité, votre argent a disparu, plus exactement pour vous. N'oublions pas quand même que dans un système de capitalisation, quel qu'il soit, d'ailleurs, quand vous sortez, quand l'âge de la retraite arrive, ou quand vous décidez d'en sortir, vous avez effectivement la possibilité d'avoir une rente, mais vous pouvez aussi récupérer votre capital. Et vos descendants, vos conjoints d'une part, vos descendants d'autre part, ont parfaitement droit à ce capital. Donc c'est un véritable outil d'épargne complet. Et si vous êtes en rente, c'est votre choix. Donc à ce moment-là, mais comme vous le dites très bien dans le livre, à un moment ou à un autre, il se peut, changeant de situation. Quand on est actif et à la retraite, on n'a pas la même situation. Vous avez peut-être besoin de construire une maison ou d'acheter une maison à un autre endroit, etc. Un capital est nécessaire. Donc on a un petit peu introduit dans les derniers outils d'épargne publique en France cette possibilité de capital, mais elle est réduite à pas grand-chose. En revanche, pour ce qui est le PERP, qui est pratiquement l'avant-dernier outil qui a été mis sur le marché, on est encore dans le système de rente. Donc c'est une spoliation. Là aussi, je pense que vous devriez, sans vous donner de conseils... Oui, mais d'ailleurs, je parle des PERP dans mon livre, puisque c'est pas peu de choses, j'estime qu'environ 1 million de souscripteurs de PERP ont été abusés, puisque ce sont des gens qui étaient soit pas imposables, soit très peu. Or, ces produits, sur le plan fiscal, là je parle, mais je vais venir à votre question,
tout comme d'ailleurs Préfond, le Crève-Corem, sont des produits qui sont plutôt ciblés pour les gens qui payent beaucoup d'impôts, puisque ils vont être taxés en revanche à la sortie sur les rentes plein pot. Et donc Préfond, Crève-Corem, depuis des décennies, essaye d'inciter les jeunes fonctionnaires, pas ou peu imposés, à adhérer à ces produits. Et certains grands réseaux bancaires ont massivement incité, je vous dis à mon avis, environ 1 million de Français à souscrire à des PERP alors que ce n'était pas leur intérêt fiscal. D'autant plus que, effectivement, et je fais le lien avec votre question, ces produits sont ce qu'on appelle des produits tunnels. C'est-à-dire que vous mettez votre épargne, mais après, impossible d'en sortir en capital, impossible d'en sortir avant la retraite, et vous n'en sortez que sous forme de rente. Alors que d'autres produits d'épargne retraite, je pense notamment à tout ce qui est épargne salariale et le PERCO, le plan d'épargne retraite en entreprise, c'est vous qui choisissez effectivement si vous sortez en capital ou si vous sortez en rente ou si vous panachez. Aux États-Unis, le principal outil d'épargne retraite est un plan d'entreprise qui ressemble fort au PERCO. En réalité, c'est plutôt le PERCO qui s'est inspiré de ce plan. Les plans d'épargne d'entreprise américains. La retraite des salariés américains dépend essentiellement de ça. Les gens sortent en très grande majorité en capital. Alors, ça pose deux problèmes qui sont pas forcément... qui jouent un peu l'un contre l'autre. Le premier, c'est celui que vous soulignez, c'est-à-dire que la rente, c'est un mécanisme qui est déjà complexe. Les promoteurs ou les gérants ne font rien pour l'expliquer clairement aux gens. C'est incomparable d'un produit à l'autre parce qu'on rajoute des éléments techniques. Par exemple, on rajoute un taux dit taux technique. Alors, on ne pourrait pas trouver mieux pour égarer l'épargnant. Mais en France, on veut souvent faire le bonheur des Français contre leur gré. Résultat, qu'est-ce qui se passe? L'épargne retraite, elle est très peu dans ces produits-là, parce que les gens, ils votent avec leurs pieds, ça ne leur plaît pas. Tout confondu, tous ces produits tunnels avec sortie en rente, à mon avis, y compris les pertes, vous n'avez pas plus de 20 milliards. Vous avez 1200 milliards dans l'assurance vie. Alors, quand est-ce que nos pouvoirs publics et nos professionnels vont réaliser que c'est pas pour rien? C'est que dans l'assurance vie, l'épargnant, à juste titre, a le sentiment de contrôler un peu mieux les choses, parce qu'il a effectivement là le choix entre capital et rente. Alors, cela dit, il faut quand même essayer de développer la rente en France, mais pour cela, donc je pense que les pouvoirs publics et les professionnels ont une énorme responsabilité, comme je disais, parce que c'est vrai que, d'un autre côté, les Français ont souvent tendance à sous-estimer leur espérance de vie. Et alors c'est très bien de pouvoir sortir en capital, et à mon avis, il faut qu'une grande partie de l'épargne retraite puisse être disponible sous forme de capital, puisque c'est la liberté, c'est le choix de l'épargnant, et on n'a pas essayé de faire le bonheur à sa place et souvent contre lui. Mais il faut faire attention, je dirais, au risque de longue vie. Les gens, en plus, souvent après, deviennent un peu dépendants, et donc il faudrait qu'il y ait quand même un minimum qui soit fait sous forme de rente, parce que c'est vrai. L'avantage de la rente, c'est, alors pas dans la complémentaire retraite des hospitaliers, vous l'avez bien compris, mais la rente viagère, donc sur la durée de vie entière, c'est que vous la toucherez jusqu'à la mort. Le problème que vous posez, c'est tout simplement, et vous l'avez dit, le problème de l'information. Je crois que les gens sont suffisamment intelligents et conscients pour ne pas se lancer dans n'importe quelle opération. Ils savent très bien que tout le monde leur dit, et c'est vrai, qu'il y a un vieillissement de la population, donc on vit plus vieux, c'est une chance extraordinaire. Il faut donc prévoir le moment où, effectivement, les ressources diminuant, il vaut peut-être mieux avoir aussi une rente. Enfin, ça n'est pas si difficile que ça à faire comprendre. Ben oui, sauf que vous comprenez, mais la grande majorité des Français ne le comprennent pas parce que ce sont des gens qui sont des analphabètes en finance, et ça n'est pas leur faute. C'est la faute des pouvoirs publics. Quand vous songez que en secondaire, moi j'ai une fille qui est en troisième, elle sait tout du théorème de Thalès. Je ne sais pas à quoi ça va lui servir plus tard. Mais en revanche, un taux d'intérêt, elle n'en a aucune idée. Les caisses d'épargne ont retrouvé un manuel d'arithmétique d'école primaire de la fin du XIXe siècle. On leur apprenait à calculer un taux d'intérêt. On leur apprenait même ce que c'était qu'une rente viagère. Eh bien, il faut l'apprendre aux Français. Maintenant qu'ils vivent très longtemps, que les régimes de retraite obligatoires se cassent la figure, comme on l'a dit progressivement, il est grand temps que notre éducation nationale, nos chers professeurs de mathématiques, de primaire et de secondaire, se mettent à apprendre les éléments de base des mathématiques financières aux Français, parce qu'il y va de leur vie matérielle durant toute leur retraite, qui sera longue. Ce sera donc votre conclusion, puisque le temps de l'émission se termine.
Je veux d'abord vous remercier, bien sûr, d'avoir été aussi clair, aussi précis. Puis le modeste combat, c'est une bonne chose qu'un citoyen disposant des moyens intellectuels et des moyens moraux de cette bataille le fasse, parce que sinon on est assez démunis. Il faut bien des combattants pour mener le combat, et non pas simplement des gens qui attendent que le ciel leur tombe sur la tête. Je vais rappeler le titre de votre excellent livre, Les scandales de l'épargne retraite, par Guillaume Prache, aux éditions Bourrin éditeur, qui publie souvent des livres courageux et intéressants. Précisons que c'est François de Witte qui vous a donné une préface, François de Witte qui a été notre invité sur cette télévision et qui connaît parfaitement bien ces problèmes d'épargne et qui est un journaliste courageux qui dit les choses. C'est une très bonne chose. Saluons également Valeurs Actuelles qui vous a, qui avait lancé aussi ces problèmes du CREF à l'époque sous la signature d'Éric Branca et qui encore maintenant a fait à votre livre un traitement tout à fait sympathique dans le dernier ou l'avant-dernier numéro de Valeurs Actuelles. Tout à fait. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous recommander une fois encore de lire ce livre. Vous allez voir, ça va vous rendre de très grands services pour la suite des événements. Merci de nous avoir prêté attention, même si le sujet n'était pas forcément facile ni particulièrement optimiste, mais enfin la vérité a son prix. À bientôt, bon courage et vive la France.